Bienvenue à Louvemont-Côte-du-Poivre. Placez-vous devant le panneau d'entrée du village. Suivez les indications de parcours données par le commentaire. Entre deux étapes, à ce signal, mettez le film en pause. Arrivé sur le lieu de l'étape, désactivez la pause et visionnez le mini-documentaire correspondant. Bonne visite. Louvemont, qui signifie le mont des loups, est un village érigé depuis le Xe siècle, sur une hauteur, à quelques kilomètres seulement à l'est de la Meuse. Le village compte 250 habitants au milieu du XIXe siècle. Il n'en compte plus que 183 en 1914. Leurs voisins de Beaumont, Orne, Brabant-sur-Meuse et Bézonvaux s'y réfugient. Ils se sentent plus en sécurité sur les hauteurs. Alors que le maire Nicolas-Eugène Beaumont meurt le 3 février 1916, tous les habitants sont poussés dehors la semaine suivante, le 10 février, par l'armée française. Celle-ci pressent le danger imminent d'une grande bataille. Seuls 2 habitants refuseront de quitter leur maison. Victor Caillasse, 83 ans, et Jacqueline Jacquemin, sa belle-sœur, 69 ans. Ils y laisseront la vie le 12 février 1916. Puis, ce furent les dévastations. Ici, trop de soldats ont péri au cours de la bataille de Verdun en 1916, puis au cours des combats pour la reprise du terrain à l'ennemi. Le village, complètement anéanti sous des tonnes de bombes, sera déclaré inconstructible en 1928. Il est inscrit dans la zone rouge. Le 24 février 1924, la commune se voit ajouter Côte-du-Poivre à son patronyme. Associant le nom de cette colline, elle aussi empreinte d'une histoire douloureuse lors du premier conflit mondial. Dirigez-vous vers la gauche du panneau. Vous apercevez la stèle du souvenir et le monument aux morts. Rendez-vous devant celui-ci. Le monument aux morts, érigé par Benjamin Renault, entrepreneur marbrier à Verdun, a été commandé en 1928, installé en 1929 et inauguré le 4 mai 1930. En granit gris-bleu des Vosges, il porte des ornements en bronze. Palme avec couronne sur la face principale de la pyramide, la croix de guerre a été gravée sur les 3 faces polies. Sur la face de son fût sont gravés les noms des enfants du village qui ont donné leur vie dans le conflit. Joseph Boulanger, 41 ans, était domestique de culture. Georges Lefebvre, 24 ans, fils d'Auguste et Marguerite Caillasse, était agriculteur, tout comme Jules Legendre, le premier du village, tué au combat le 10 novembre 1914 à l'âge de 22 ans. Marie-Émile Colson, 34 ans, était domestique. Marié en 1907 avec une demoiselle de Beaumont, il ne verra pas grandir son fils Raymond, né en 1913, déclaré pupille de la nation. Joseph Colson, jeune frère du précédent, Manœuvre, avait 28 ans et laisse une veuve éplorée qui vient de perdre leur enfant à l'âge de 1 an. Léonce Ernest Siméon, le plus jeune des enfants du pays, n'avait que 21 ans quand il est mort. Julien Simon, 22 ans, originaire de Meurthe-et-Moselle, était garçon de culture. Et enfin, Raymond Auguste Trousselard, célibataire, 24 ans, originaire des Vosges, était cultivateur. Une inscription sur une autre face rappelle le souvenir de 2 sites situés sur le territoire communal.
Revenez sur vos pas et positionnez-vous de l'autre côté de la route menant au village. S'il n'est pas mentionné comme un écart, le Ratantou est un lieu-dit situé quelques dizaines de mètres avant l'entrée du village. C'est de là qu'on arrive en suivant la route depuis le monument aux morts. Ce lieu-dit est relié au village depuis la route de Montmédy par un simple chemin qui rejoint une placette desservant 4 rues. La rue Neuve, la rue Perdue, la rue Mazel et la rue de la Bouquette. Au Ratantou vit aussi l'aubergiste, mais aussi le berger communal. Pour lui, la commune a acheté, en 1874, la propriété d'Ignace Véry. Mais 10 ans plus tard, elle cède une remise à Séraphin Véry, qui installe son atelier de serrurerie. Positionnez-vous comme sur la photo et découvrez le lieu-dit le Ratantou, un siècle en arrière. Maintenant, empruntez la route menant au village et passez devant le panneau d'entrée. Continuez la route sur son côté droit jusqu'à la pierre horizontale. Avant votre visite du village, vous pouvez aller vous promener autour de l'étang aménagé, équipé de bancs et tables de pique-nique. Après cette pause, vous pouvez reprendre le chemin inverse vers le village. Rejoignez la route qui mène au village, parcourez une centaine de mètres et arrêtez-vous au niveau de la grosse borne gravée indiquant la mairie. Les bornes en pierre alignées délimitent la surface occupée par l'ancienne mairie. Une première école a été créée après acquisition de la maison Renault en 1829. Située dans la Grande Rue, elle rendra bien des services pendant 40 années. Mais la population augmente et bientôt cette école ne suffira plus. Le logement de l'instituteur y est même devenu insalubre. C'est en 1869, le 3 mars, que l'instituteur dresse le plan de la commune où figure en rouge le projet renfermant la construction d'une nouvelle école pour les deux sexes, le logement de l'instituteur et la mairie. En 1870, les travaux sont réceptionnés et les enfants du village peuvent quitter l'ancienne école pour intégrer la nouvelle avec une cour pour les garçons et une autre pour les filles. Au rez-de-chaussée, à côté des salles de classe, se trouve le logement de l'instituteur et à l'étage, la salle de délibération de la mairie. En 1897, la toiture de la mairie s'embrase à cause d'un vice de construction de la cheminée. Heureusement, sans gravité importante. Le logement de l'instituteur et les salles de classe ont été épargnés. Mais ce n'est rien comparé au sinistre qui va suivre. Éventré par un obus en juillet 1915, on voit nettement les bancs de l'école dans les greniers. Ce mobilier disparaîtra avec le reste des installations qui n'auront pas vécu un demi-siècle. Après le déluge de 1916, elle terminera, comme le reste du village, par sombrer sous un amas de pierres. Maintenant, orientez-vous comme sur la photo et découvrez la mairie un siècle en arrière.
Maintenant, avancez d'une vingtaine de mètres jusqu'aux premières bornes délimitant la mairie. Le site de la chapelle vous apparaît tel que 100 ans plus tôt. Dirigez-vous maintenant vers la chapelle du souvenir et son cimetière. À l'emplacement de l'église se trouve aujourd'hui la chapelle, érigée en 1932. Quand le soleil brille, des couleurs pastel aux reflets bleutés éclairent l'intérieur de la chapelle. Un éclairage qui n'a pas toujours été vaillant. En effet, délaissé quelques années après sa construction à cause de la Seconde Guerre mondiale, il faudra attendre 1968 pour qu'un descendant de Louvemont fasse rejaillir les lieux de l'oubli. Humidité, moisissure ont subi l'assaut de mains expertes et le débroussaillage a permis de faire renaître la chapelle. Autour de la chapelle, quelques vestiges de tombes, notamment celles des familles Trousselard, Menu, Laurent, imposent le recueillement dans ce cimetière qui fut si sauvagement bouleversé avec ses tombes éventrées. On trouve trace d'un édifice religieux dès le XIe siècle consacré à Saint-Pierre. Mais le premier officiant connu remonte à 1524 et il s'appelait Jean Claquin. Les premiers actes consignés dans les registres paroissiaux datent de 1668. On y trouve déjà les noms de Le Lorrain, Colson, Thierry ou encore Rouillère. C'est au XVIIe siècle que le chœur a été construit, tandis que la nef et le clocher ont été érigés en 1778. Dans le clocher, une cloche appelle les fidèles à la messe où sonne l'Angélus. En 1822, Pierre Girardin, fondeur à Verdun, établit 2 cloches à la place de l'ancienne qui est fêlée. En 1854, la commune, en accord avec le conseil de fabrique, fait refondre la plus grosse des 2 qui était bréchée depuis plusieurs années. Le sieur Farnier, fondeur à Mont-devant-Sacé, va réaliser cette nouvelle cloche qui sera refondue en 1894. 20 ans plus tard, c'est la guerre qui va les achever. Qui aurait pu imaginer qu'elle terminerait ainsi au milieu des gravats? Plus jamais elles ne vibreront dans l'air aux alentours de Louvemont. Évacuées par les Allemands, elles donneront bientôt un autre son, celui du canon, dont le bronze a servi à la fabrication. À présent, longez le mur du cimetière. Suivez la rangée d'arbres jusqu'au fossé, traversez-le et positionnez-vous au niveau de la première borne. Vous êtes dans la grande rue. Celle-ci se dévoile telle qu'il y a un siècle.
Allez jusqu'à la deuxième borne et retournez-vous pour un autre saut dans le temps. Et maintenant, immergeons-nous dans l'histoire de cette rue en 1915. La grande rue descend depuis la place de l'église. Sur cette place, devant un tilleul majestueux, les soldats du 324e régiment d'infanterie 12e division posent tous ensemble à leur arrivée. En cette année 1915, ils se préparent à affronter l'ennemi en creusant des tranchées tout au long de la grande rue. Les habitants qui sont restés dans le village sont heureux de cette présence qui les rassure. Ils n'imaginent pas ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre. Régulièrement, des tirs de canon abattent leur plomb sur le village, comme cet obus qui pulvérise une partie de la mairie le jour de la Pentecôte en 1915. Ou cet autre qui vient délicatement se poser dans la chambre du capitaine Toussaint sans causer de dégâts, hormis une grosse frayeur à l'occupant de la chambre, dont le mur est ouvert par une plaie béante. Les soldats font tout pour garder le moral. Alors, ils ne manquent pas de fêter chaque occasion à leur façon, comme l'intervention italienne du 10 juin 1915, une offensive sur l'Isonzo contre les lignes autrichiennes. Ils se déguisent même pour imiter la mission marocaine, dont les exploits en Artois sont autant de baume au cœur pour tous ces vaillants soldats. Et quand le calme laisse à penser qu'on n'est peut-être plus en guerre, les sous-lieutenants Maucourt et Sellière jouent aux dames sous l'œil amusé du sous-lieutenant Sarthe. Pourtant, certains sont assez prévoyants pour garantir la sécurité de leur descendance. Ainsi, profitant de la présence du maire Eugène Beaumont, le soldat Constant Clément Nominé, dans un grand geste d'amour, déclare à la mairie de Louvemont qu'il est le père du ou des futurs enfants de son épouse, qui est enceinte. Celle-ci attend son retour dans la Marne. À la naissance, l'enfant pourra porter le nom de son père, si malheur devait arriver. Ce qui est le cas, hélas, puisque ce jeune caviste de Reims mourra 2 ans plus tard. Malgré les risques, des habitants sont restés, et ils accueillent les familles des villages voisins de Beaumont, Bézonvaux, Orne ou encore Brabant-sur-Meuse, venus se réfugier sur les hauteurs de Meuse. La vie suit son cours vaille que vaille. Pour Marie-Clotilde Siméon, 23 ans, c'est le temps de la fenaison en famille. Debout sur son chariot, elle semble guetter la fin de la guerre. Elle espère tant retrouver son petit frère Léonce Ernest. Il vient tout juste d'avoir 20 ans, incorporé au 166e régiment d'infanterie. Il décédera le 6 décembre 1916. Son nom est gravé sur le monument aux morts. Marie-Pauline Colson, née Longuet, semble heureuse avec son petit garçon Raymond qui n'a pas encore 2 ans. Son mari, Marie-Émile, au 31e bataillon de chasseurs à pied, est parti sous d'autres cieux. Elle espère qu'il est aussi bien logé que les hommes du capitaine Toussaint, ici dans Louvemont. Ce qu'elle ne peut ou n'ose imaginer, c'est qu'il va disparaître le 28 juillet de la même année 1915 dans le Pas-de-Calais. Son corps ne sera jamais retrouvé. Non loin de là, dans la Somme, son beau-frère Joseph Colson sera tué au combat 1 an plus tard. Dirigez-vous maintenant plus avant vers les ruines de l'abri souterrain. En 1915, dans la Grande Rue,
l'armée française entreprend la construction d'un abri souterrain. Celui-ci est une véritable casemate démontable, faite de structures métalliques modulaires semblables, qui s'ajustent en bout à bout. Celles-ci sont ensuite recouvertes de terre et de pierres, ou encore de sacs de sable. À l'issue de la construction, un soldat se fait tirer le portrait, tout souriant, mais au fond de lui, il n'est finalement qu'à moitié rassuré. Tout comme ses compagnons d'armes, qui contemplent cet abri, symbole des bombardements à venir, et de l'enfer qu'ils vont devoir subir. Domicilié dans les Vosges, Émile Eugène Trousselard est né à Paris. Il est arrivé à Louvemont alors qu'il exerçait la profession de garde forestier. Installé au village où il devient manœuvre, il épouse le 15 novembre 1890 Adèle Mathilde Menu, jeune fille de Louvemont. Lorsqu'il décède le 21 août 1914 à 49 ans, Mathilde se retrouve seule avec ses enfants. René Marguerite, Ida Mathilde, Jeanne Paul et Lucienne Émilie. Elle fuira Louvemont pour s'installer à Toxigny, en Indre-et-Loire. Il manque l'aîné, Raymond, né au Val d'Ajol, où la famille a d'abord vécu. S'il n'accompagne pas sa mère et ses sœurs, c'est parce que Raymond est mort à la guerre le 8 janvier 1915, moins de 5 mois après son père. En attendant l'évacuation, Mathilde a repris les rênes de l'épicerie dont elle s'occupait déjà avec courage depuis des années. En 1915, elle devient débitante de vin, bière et hydromel dans son domicile. Elle tient le livre de comptes, présenté comme il se doit au tribunal de commerce de Verdun. Celui de 1904 permet de vivre aux côtés des habitants. On les trouve mentionnés à chaque page dans leurs achats quotidiens chez l'épicier. 1 litre de vin, 250 g de café, 500 g de macaroni, 1 litre de vinaigre, 2 litres de pétrole ou encore une demi-livre de sucre de table. Tout est dans les chopes. Et de temps en temps, sur le même cahier, car tout se tenait sans doute dans la même pièce, on note 2 gouttes, une eau-de-vie ou 2 absinthes. Les noms des villageois y figurent mieux que dans les pages du recensement de population. Renaud, Richier, Gaspard, Montéon, Boulanger, Jacquemin, Legendre, Colson. C'est également chez Trousselard que le capitaine Menu du 6e corps d'armée viendra réquisitionner 5 kilos de pointe à plancher pour la construction d'un réseau de fils de fer. Nous sommes le 4 août 1914, au lendemain de la mobilisation générale. Quelques jours plus tard, c'est le 59e bataillon d'artillerie qui viendra chercher un tonneau de 130 litres. Au vin, le billet de réquisition du 9 août 1914 ne le dit pas. Nicolas Eugène Colson, natif de Bras, est le boulanger du village, où il a épousé Marie-Émilie Le Lorrain en 1886 après son installation. De cette union naîtra Émile Colson le 18 juillet 1890, qui deviendra boulanger à la suite de son père, mais qui n'aura pas exercé longtemps dans son village. En effet, à 20 ans, il fait son service militaire qui dure 3 ans, et en 1912, il gagne ses galons de caporal, le temps de rentrer au pays, et la guerre éclate. Il a seulement 24 ans. Pour sa bravoure et son courage, il sera cité 2 fois à l'ordre de son régiment. Nommé sergent le 22 février 1916, il est fait prisonnier 3 mois plus tard au Mortom
après avoir reçu 8 blessures par éclat d'obus qui le clouent au sol. En traitement dans un hôpital à Speyer-sur-Rhin, en Allemagne, il ne rentrera qu'en 1918 à l'issue de la guerre. Pour son courage exemplaire, il reçoit la Croix de guerre catégorie bronze avec 2 étoiles, ainsi que la médaille militaire. En 1919, il est à Stenay. Là, il rencontre le bonheur avec Marie-Julie Ponsardin, qu'il épouse le 27 septembre 1921. Leur première fille, Cécile, verra le jour en 1922, puis la famille ira s'installer à son compte à Lanneville-sur-Meuse, où naîtra leur fils Raymond en 1924. Ils seront bientôt secondés par 2 ouvriers boulangers. La commission municipale de Louvemont-Côte-du-Poivre vous remercie de votre visite. Vous trouverez des vidéos complémentaires sur l'histoire de Louvemont sur le site internet circuitvillagedétruit.com dans la rubrique Louvemont.